sur WhatsApp. OK. Bonjour à tous qui nous regardez en direct et en replay. Le live va commencer dans 3 minutes, quand il sera 20h, heure de France et du Cameroun. Démarre dans 2 minutes. Merci Honorine. J'ai pas eu le lien toujours. Je le partage là, je fais la com. Ah, d'accord. Là, vous l'avez reçu normalement tous. Oui, super. Ok, il est 20h. Nous allons commencer. Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour le 4e épisode de Histoire de Renaissance. Aujourd'hui, nous avons Ange, qui est de l'unité de Marseille et qui va, comme d'habitude, nous faire un exposé sur la vie de John Goufoncha avant la deuxième partie où on va débattre. Nous avons Honorine qui est enfin, je la laisse se présenter. Merci Marcel, bonsoir à tout le monde. Honorine du Bureau national des jeunes du MRC, ravie d'être de nouveau sur le plateau avec vous. Et nous avons Yves Tchoudi, qui est secrétaire départemental MRC Grande-Bretagne. Good Thanks to evening, being all. with us. Wonderful. Thank you very much, Marcel. It's always a pleasure to be on your on this wonderful panel just to talk about the love of our country and those who came before us. It's always important to have those conversations so that we can kind of source and get inspired by those who were there before us. So always an opportunity to join you and have a conversation around these topics. Very, very key topics for the continuation of what we're trying to build today. So thank you again. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, Ange va faire sa présentation. Dans la deuxième partie, on aura les échanges et comme d'habitude, les téléspectateurs via les commentaires sur Facebook pourront poser leurs questions. Et s'ils le souhaitent, on prendra la meilleure ou le meilleur parmi vous pour monter sur le plateau pour interagir avec les panélistes. Donc, Ange, à toi. Je partage
partage et tu me diras quand il faut changer l'écran. Ok. C'est quand tu veux. Ok. En tout cas, merci pour cette belle introduction de ta part. Et bonsoir encore à tout le monde et bienvenue dans cet épisode consacré à Django Foncha, l'un des leaders politiques les plus marquants du Cameroun. Dans l'histoire complexe du Cameroun, peu de figures ont autant marqué leur époque que Django Foncha. Né en 1916 dans les régions anglophones du Cameroun, sous mandat britannique, Foncha a consacré sa vie à construire des ponts entre deux territoires divisés par l'histoire coloniale. L'instituteur de formation, il a rapidement émergé comme une voix puissante pour l'unité nationale, plaidant pour la réunification du Cameroun britannique et du Cameroun français. Visionnaire et négociateur habile, il a joué un rôle clé dans la création de la République fédérale en 1961, un événement historique qui a redéfini l'avenir du pays. Cependant, sa carrière politique est aussi marquée par des désillusions. La centralisation progressive du pouvoir par le gouvernement de Yaoundé a entraîné un sentiment croissant de marginalisation des anglophones, une situation que Foncha a vigoureusement dénoncée dès ces dernières années. À travers cet épisode, nous explorons la vie, les réalisations et les défis d'un homme qui, malgré les controverses, reste une figure emblématique de la quête d'unité nationale au Cameroun. Foncha étant originaire de la partie anglophone du Cameroun, cette présentation, cet épisode du moins, sera structuré en deux parties. Une première partie en anglais et une seconde partie en français. Nous commençons donc avec la première partie en anglais sur les débuts de Foncha. John Good Foncha, born on June 21st in 1916 in Bamenda, British Cameroon, grew up in a region under British colonial rule, marked by social inequalities and a strong missionary influence. Born into a modest but devoted family to education, Foncha received initial training in local schools run by Catholic missionaries, where he distinguished himself by his intelligence and discipline. His early upbringing emphasized Christian values, individual responsibilities, and perseverance, qualities that would mark his entire career. After high school, Foncha obtained a scholarship to continue his training as a teacher in neighboring Nigeria, where he developed a keen interest in social and political issues affecting territories under colonial rule. After completing his training, Django Foncha returned to Bamenda to teach. He established himself as a respected teacher, appreciated for his dedication and his ability to inspire his students. But beyond the classroom, Foncha began to observe the limitations imposed by the British colonial administration, including the marginalizations of local populations in political and economic decisions. In the 1940s and 1950s were a period of rising nationalism in Africa, as the colonies began to claim their independence. In this context, Foncha began to get involved in intellectual and political circles. He was particularly interested in issues of national unity and how local populations could organize themselves to gain better representations in colonial government. As a teacher, he plays a key role in raising awareness among his colleagues and local communities about the importance of political education. He uses his teaching skills to popularize complex political ideas, including the need for reform and unity between Cameroonians, notably the Cameroon Anglophone and the Francophone regions. In 1955, Django Foncha made a crucial decision. He left teaching to devote himself entirely to politics. He founded the KNDP, the Cameroon National Democratic Party, a political party whose objective was to define the rights of Anglophones and promote reunification with French Cameroon, then administered separately by France under a UN mandate. UN year
meaning the United Nations. Funcha soon established himself as a charismatic political leader. Through accessible and pragmatic speeches, he rallies support among the rural and urban populations of British Cameroon. His message of reunification and national sovereignty resonates particularly with those who see the future of their region as inseparable from that of French-speaking of Cameroon. Under his leadership, the KNDP quickly became a major player in British Cameroon politics. In 1959, he was elected Prime Minister, a position that provided him with a strategic platform to engage in crucial negotiations on the political future of the two Cameroons. Django Foncha, through his transition from teaching to politics, illustrates how an individual can transform educational values into an ambitious political vision. Leaving the classroom for the political arena, he laid the groundwork for his leadership role in the request for reunification, a process that will mark the history of Cameroon and post-colonial Africa. Next slide, please. In the 1950s, Cameroon was divided into two territories under separate mandates. The French Cameroon, administered by France, and the British Cameroon under British administration. Django Foncha, as a political leader of British Cameroon and Prime Minister of his region in 1959, became a key figure in the reunification of these two countries. Foncha strongly believes that unity is essential to building a strong nation capable of resisting neo-colonial influences. His vision is clear: a federal Cameroon that respects the cultural, linguistic, and political specificities of the Anglophone and Francophone regions. The path to reunification is far from simple. Two options were presented to English-speaking Cameroonians in the UN-supervised referendum in 1961: to remain integrated into Nigeria or to reunite with French-speaking Cameroon. Foncha is leading an intensive campaign to promote the option of reunification. He travels through villages and towns of British Cameroon, explaining the advantages of a union with French-speaking Cameroon. For him, the union is not only a return to historical territory integrity, but also an opportunity to strengthen Cameroon identity in the face of persistent colonial forces. The referendum of 1961 was a decisive moment. Despite intense campaigns by some to promote integration in Nigeria, the people of Southern Cameroon are in favor of the option of reunification, strongly influenced by Foncha. This choice led to the creation of the Federal Republic of Cameroon on the 1st October 1961. Fumban, a historic town in present-day Cameroon, was then chosen to host the negotiations between the delegations of British Cameroon, led by Django Foncha, and those of the French Cameroon, led by President Amadou Ahidjo, then the first president of the Republic of Cameroon. The aim of this conference was to draw up the basis of a federal constitution, guaranteeing the autonomy of the two states while promoting their union. However, at the beginning of the discussions, differences appeared. The Anglophone delegation was surprised to discover that the constitutional text proposed by Amadou Ahidjo and the French Cameroon was largely inspired by the 1960 Constitution of the Republic of Cameroon, drawn a few years ago, which provided for a centralized state with limited powers for the federal regions. This model raises concerns among Anglophones who fear political and cultural marginalization in the union. Django Foncha and his delegation plead for significant amendments to protect Anglophone specifics. For example, a two-term limit for presidential terms, the establishment of a bicameral federal assembly to ensure equitable representation, reconnection of dual nationality, greater autonomy for West Cameroon, particularly in terms of the education and legal system.
Despite these proposals, most of the amendments were rejected by the French-speaking side, which insisted on a highly centralized federal model. The federal capital remains in Yaoundé, for example, and several demands from Anglophones such as linguistics parity and dual nationality being dismissed. The resulting federal constitution grants great authority to the central government, leaving little power to the federated states. Despite the tensions, the Fumban Conference resulted in a general agreement, and the final terms of the constitution were adopted in August 1961. 2 months later, on October 1st, 1961, the Federal Republic of Cameroon was officially proclaimed, uniting the two territories under the same flag. Django Foncha became then Prime Minister of West Cameroon, representing the interests of the Anglophone region in this new federal state. He was also appointed Vice President of the Federal Republic, working alongside with Amadou Ahidjo, the President of French-speaking Cameroon. Reunification was hailed as a major political victory. It is seen as a model of peaceful unity in a decolonizing Africa, while many countries are still divided by the borders drawn by colonial powers. But behind this success, major challenges are looming. Foncha hopes that the federal system will guarantee the autonomy of the two regions and respect their cultural and linguistic differences. However, tensions quickly began to emerge between the two entities, particularly over issues of centralization of power and sharing of the resources. For Foncha, reunification is bold-backed, but also a promise. He wants to build a nation where each region retains its specificity while contributing to a common future. But the first signs of disagreement between the Anglophone and Francophone regions show that the road to true unity will be fraught with pitfalls. The role of Django Foncha in the reunification of Cameroon is undeniable. Through his vision and leadership, he succeeded in reuniting two territories divided by colonial history. However, this reunification is only the beginning of a long process in which federal ambitions will have to face complex political and social realities. Pour la suite de l'histoire de notre personnage, nous continuerons en français. Merci pour le slide suivant. En 1972, 11 ans seulement après la réunification, le président Amadou Ahidjo organise un référendum controversé qui transforme le Cameroun fédéral en un État unitaire. Sa décision, prise sur le slogan d'unité nationale, met fin au système fédéral qui avait été négocié par Django Foncha et d'autres leaders anglophones lors de la réunification. Pour Foncha, ce changement marque une rupture profonde avec la promesse de coexistence égalitaire entre les régions anglophones et francophones. Il perçoit l'État unitaire comme une trahison des principes fondamentaux sur lesquels la réunification avait été construite. La fin du système fédéral provoque un sentiment de marginalisation croissante chez les populations anglophones. Les institutions locales de l'ancien Cameroun occidental sont progressivement dissoutes et les politiques de centralisation imposées depuis Yaoundé renforcent la domination francophone dans les sphères politiques, économiques et administratives. Pour Foncha, qui avait mis toute sa crédibilité politique en jeu pour défendre la réunification, cette évolution est une source de désillusion. Lui et d'autres leaders anglophones comme Solomon Tandeng Mouna expriment publiquement leur inquiétude face à ce qu'ils considèrent comme une érosion des droits de l'autonomie des régions anglophones. Malgré ces critiques, Foncha reste initialement au sein du système politique, espérant pouvoir influencer les décisions depuis l'intérieur. Mais les promesses faites aux anglophones lors de la réunification semblent de plus en plus lointaines. La langue anglaise et les institutions anglophones sont dévalorisées et les ressources économiques des régions anglophones, notamment issues de l'agriculture et du pétrole, sont perçues comme exploitées au profit du gouvernement central. En 1994, la suite de nombreuses frustrations, Django Foncha prend une décision symbolique mais marquante. Il rejoint le Southern Cameroon National Council, le SCNC, autant pour moi,
un mouvement qui milite pour le retour à un système fédéral ou l'autonomie des régions anglophones. À ce moment, Foncha devient l'un des critiques les plus éminents du gouvernement central de Yaoundé, dénonçant ce qu'il appelle une marginalisation systématique des anglophones. Foncha mène une délégation anglophone à l'ONU en 1995, autant pour moi, pour alerter la communauté internationale sur la situation des régions anglophones. Dans ses discours, il rappelle les principes de respect mutuel et d'égalité qui avaient guidé les négociations de 1961 et il souligne à quel point ces idéaux ont été abandonnés. Cependant, son appel ne reçoit pas le soutien international escompté. Le gouvernement camerounais continue de rejeter les revendications du SCNC, qualifiant ses membres de sécessionnistes. Les années de désillusion de Django Foncha reflètent les défis et les tensions qui ont marqué la construction de l'unité nationale au Cameroun. Bien qu'il ait espéré initialement que l'unification conduirait à une coexistence harmonieuse, il a passé ces dernières années à dénoncer les injustices subies par les anglophones. Son engagement pour l'autonomie et l'équité reste une leçon importante sur la nécessité de respecter les promesses dans la gouvernance. Partie slide, merci. Django Foncha décède le 10 avril 1999. Il laisse derrière lui un héritage complexe et profondément nuancé. Salué comme l'un des pères de la réunification camerounaise, il est également perçu comme une figure de désillusion par de nombreux anglophones qui estiment que les promesses de la fédération n'ont jamais été tenues. Sa vie illustre les tensions entre idéaux et réalités politiques dans un pays marqué par ses diversités linguistiques et culturelles. Pour certains, Foncha reste l'architecte d'une union pacifique entre deux territoires divisés par la colonisation. Il a été un défenseur infatigable du dialogue et de l'unité nationale, croyant fermement que la réunification pourrait apporter la stabilité et le développement au Cameroun. Cependant, pour d'autres, son rôle dans l'unification est vu avec ambivalence. Beaucoup de Camerounais anglophones estiment que l'unification a conduit à leur marginalisation. Ils reprochent à Foncha d'avoir sous-estimé les risques d'un gouvernement centralisé dominé par les francophones. En dépit des critiques, Django Foncha resta une figure incontournable des débats sur l'avenir des régions anglophones. En rejoignant des mouvements comme le Southern Cameroon National Council, dans ces dernières années, il a montré qu'il restait engagé pour les causes des anglophones, même dans l'adversité. Son appel en 1994 à l'ONU, où il a dénoncé la marginalisation des anglophones, est l'un des éléments les plus marquants de son post-mandat. Le mandat de Premier ministre, nous le rappelons. Il a rappelé les valeurs qui avaient guidé la réunification et insisté sur la nécessité d'un dialogue inclusif pour résoudre les tensions croissantes au Cameroun. Son rôle est aujourd'hui analysé différemment selon les perspectives. Pour certains historiens, il incarne l'espoir et la diplomatie qui ont marqué les débuts de la République fédérale du Cameroun. Pour d'autres, il est un exemple des limites des leaders africains confrontés aux pressions internes et externes dans la période postcoloniale. Son décès en 1999 est survenu alors que les tensions dans les régions anglophones s'intensifiaient, préparant le terrain pour des conflits plus graves au début du XXIe siècle. Malgré cela, l'héritage de Foncha continue de résonner, à la fois comme un avertissement et comme un exemple de la complexité de la construction nationale dans un État multiculturel. L'héritage de Django Foncha est une leçon sur la gouvernance, la diversité et les défis de l'unité nationale. Bien qu'il ait été un visionnaire dans ses efforts pour promouvoir une coexistence harmonieuse, il a également été confronté aux limites de son pouvoir dans un système qui favorisait la centralisation. Son parcours rappelle que l'unité nationale nécessite non seulement des idéaux, mais aussi un engagement constant pour respecter et valoriser des différences. Django Foncha laisse derrière lui un héritage marqué par des réalisations historiques et tensions non résolues. Leader et visionnaire, il a cru en la possibilité d'un Cameroun unifié où les diversités linguistiques et culturelles seraient des forces et non des faiblesses. Son rôle dans la réunification du Cameroun britannique et du Cameroun français reste une des pierres angulaires de son héritage. Pour son engagement en faveur du dialogue et de l'unité,
il a montré que la diplomatie et la coopération pouvaient surmonter des divisions héritées de l'histoire coloniale. Les défis qui ont suivi la dissolution et la fédération, l'imposition d'un État unitaire ont terni cette vision. Fontia, qui avait porté l'espoir d'une coexistence harmonieuse, a passé les dernières années à critiquer un système qu'il considérait comme injuste envers les régions anglophones. Son parcours illustre à la fois la promesse et les complexités de la construction nationale. En célébrant ses réalisations et en apprenant de ses désillusions, le Cameroun peut continuer à chercher des solutions pour renforcer l'unité tout en respectant la diversité. L'héritage de Django Fontia reste comme une leçon intemporelle sur le courage politique et l'importance de la justice dans la gouvernance. Merci à tous de m'avoir suivi et au plaisir de recevoir vos questions. Merci, Ange. Chers auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de commentaires Facebook. Ange ou les autres membres du panel y répondront. Quand on a commencé à travailler sur Django Fontia, moi je l'avais en tête, hein, on en parlait à l'école, mais je ne savais plus ce qu'il avait fait. Donc cette émission, c'est l'occasion de rentrer et on verra, on a vu déjà, on verra encore la place qu'il a prise. Honorine, Yves, vous avez entendu. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel était votre souvenir de Django Fontia avant cette semaine et comment vous appréciez le rôle qu'il a joué dans la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun? If you allow me to go first, would certainly jump on the opportunity. Thank you again, and thank you, Ange, for such a wonderful editorial, if I could call it that way. It sums up very, 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 very well what we all know, what many didn't actually know about Django Fontia, who he is, his political activism, and how he came to become the architect of Cameroon unification, as you mentioned. So that is something which I've always been very, very conscious. And I would say, just in respect of what you just shared with us, that I had read extensively about the man many, many years ago. And I had the opportunity when I was in sixth form to have a very good history teacher who actually took us through the true history of Cameroon, and he taught us a few more than what others were being taught when it came to the true history of our country. So it is very, very important for us to understand the role that the man played, but to put that in perspective to the reality of today. And I'm saying that because if we look at the fight of the man, during those years, coming from what we call before independence, and then moving on to independence in the 60s, the work that he did back then, and we all know that the likes of Umniobe, Mumie, and Mwangi were actually fighting for the unification of Cameroon before independence. But this is somebody who thought we are one people. If we start looking at negotiating those things through the United Nations, it might end up being difficult. So he actually went against that perspective. So he sided with those who were thinking that it's probably okay to go ahead, get our independence, and then move on then and become one country. But what he didn't actually factor was that things could not work the way he'd planned them. Things could easily get out of hand. And that's what he came to learn, that politics are not that kind of straight line where you could project and hope that those who you're dealing with would have exactly the same intention, in the sense that let's work together to have a unified country, and then we would then move together into some sort of independence. But ultimately, he then got to that point and then realized that the unification that he aspired to, and the contract through what we all know as being the Constitution, which was going to be the fundamental document which allowed the country then to work together,
on the same sort of understanding in terms of what it came to, what then became our constitution, that wasn't actually what was agreed. And I think that's where disillusion started. And he later became very, very, very disappointed because those who actually went into that process with him didn't actually have the same, should I say, virtues, the same values as what he believed in. And as I say, if we put that in perspective to today's reality, you could understand why, even in today's system, it is clear that to side up with the system in the sense that you could actually make changes within is not as straightforward, and you could understand the perspective of our Renaissance movement today to look slightly differently and say, siding up with the system, it's very, very difficult to sort of engineer those changes from within. So just to allow Honorine to say a couple of words, I would just sum up by saying, yes, I knew the man. I knew the wonderful things he'd done. Believing that we were one people, that we could actually come together and work together to be a stronger nation, rather than going through what others Anglophone, or should I say Western Cameroon, Southern Cameroonians were thinking, that they wanted a self-determination and then acquire independence as a smaller unit. But he didn't believe in that. He believed that if we became independent as one bigger country, we had a better chance to actually prosper together. So on that note, I think that's probably where he was a little bit naive, and that came to bear later. He actually realized that it wasn't actually possible to make those changes from within. So I'm just going to stop there for now and just allow Honorine to say a couple of words. Thank you. Merci Yves. Moi également, je n'ai pas vraiment connu en fait le combat qu'il menait, donc j'ai entendu parler de lui, mais il s'avère que quand je faisais mes études universitaires, justement dans la région anglophone, notamment à l'université de Boya où j'ai vécu et où je suis restée quand même très attachée, j'ai beaucoup entendu parler justement de lui, de son combat, de sa vision pour l'unité du Cameroun, etc. Et donc, donc j'ai commencé à côtoyer un petit peu des symboles qui représentaient un peu qui il était. Voilà, à travers les personnes que j'ai connues, qui parlaient de lui et qui reproduisaient en fait l'image du Cameroun qu'il voulait. Et donc, j'avais appris aussi plus tard qu'il avait été à la tête très jeune d'un mouvement des jeunes intellectuels camerounais francophones et anglophones qui rêvaient vraiment de réconcilier le pays, de reconstruire un pays fort et uni qui était le Cameroun. Donc moi, j'ai vraiment connu son combat pendant que j'étais en pleine immersion dans la région du sud-ouest Cameroun, et j'ai été captivée par le courage dont il a fait preuve en défendant vraiment ces minorités malgré la marginalisation dont il a été l'objet. Donc voilà. Ok. Alors, il y a une question que j'ai vue de Champignon Vénéneux, qui est, je pense, notre plus fidèle spectatrice. Juste quand même pour bien préciser, ou peut-être pour tous, certains le savent, certains ne le savent pas, le rôle qu'il a eu, et faire un rappel aussi historique sur sur ce qu'était le Cameroun et ce qu'a failli être le Cameroun. On voit l'écran. Ouais, attends, je vais faire comme ça. Charge. Voilà. Quand l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale en 1918, l'Allemagne qui avait signé un protectorat avec le Cameroun, ces colonies et protectorats ont été répartis en Afrique à la France et à l'Angleterre. La France a donc hérité du Cameroun francophone et l'Angleterre de l'autre Cameroun. Ce Cameroun anglophone, il était divisé en deux entités, Northern Cameroun en rouge et Southern Cameroun en orange assuré. En 1961, sous l'égide de l'ONU, il y a eu des référendums. En mai 1961, les habitants de la partie en rouge ont choisi de rester au Nigeria.
Et John Gufoncha, lui, a milité et il a commencé avant même, on a dit tout à l'heure qu'il a créé son parti à la fin des années 50. C'était justement dans cette optique-là. Il anticipait déjà l'indépendance et il anticipait le souhait d'avoir un Cameroun réuni. C'est pour ça qu'on parle de réunification. Donc, lui, son rôle a été de militer pour garder cette partie au Cameroun. Donc, il y a eu un référendum euh, qui a consacré le fait que le Southern Cameroun allait rester au Cameroun. C'est pour ça qu'on parle du Southern Cameroun. Donc voilà. Et là, les drapeaux du Cameroun avant l'indépendance, il était vert ou jaune. En 1961, après la conférence de Fumban et après le 1er octobre, il y avait 2 étoiles sur la bande verte. Et après 1972, le référendum de 1972, il y avait 1 étoile. Voilà, on voulait juste faire ce bref rappel historique. Maintenant, on va prendre les questions avec la première question, donc, de champignon vénéneux. En quoi peut-on dire que la guerre actuellement au Nozo n'est qu'une conséquence de la mauvaise intégration du Cameroun anglais et le non-respect des textes après la réunification? Qui veut répondre? Ange? Ouais, volontiers, pourquoi pas. D'abord, un élément de réponse ou Ouais, pas, moi, sinon, Yves, non, c'est dans vas-y. Je suis d'accord avec la question dans le sens où cette peut largement être perçue comme le résultat d'une mauvaise gestion d'une intégration des anglophones dans le système politique et administratif du pays. Et aussi, cette crise trouve ses racines dans des différences faits historiques et politiques remontant à l'époque de la réunification dont on a parlé et la période post-fédérale, notamment lors de la marginalisation. Les causes principales qu'on peut voir, c'est la marginalisation politique et administrative des anglophones. Après le fédéralisme en 72, les anglophones ont perdu leur autonomie locale. Les institutions spécifiques à leur système juridique, éducatif et administratif ont été supprimées. On a des différences culturelle et linguistique. Le Cameroun anglophone a une identité culturelle distincte, on le sait, héritée de les colons britanniques. Ces spécificités n'ont pas vraiment été respectées après l'unification, donc on n'avait pas vraiment une réelle intégration des 2 langues qui était perçue notamment par les anglophones. On a des protestations en 2016 qui ont été faites par les avocats de mémoire et enseignants anglophones qui dénonçaient la nomination de magistrats et enseignants non qualifiés et francophones dans leur propre région. Pourtant, nous sommes tous d'accord qu'au sein de la région anglophone, il y a assez de magistrats et enseignants anglophones capables d'être nominés à ces mêmes postes-là. Donc, une mauvaise intégration des anglophones dans le système camerounais, oui, peut notamment être perçu comme une cause de la guerre au Nozo aujourd'hui au Cameroun. Yeah, I'm just going to add. Yeah, thank you. I'm just going to add to say, I would move away from the word integration. I'd rather say assimilation. And if you remember, President Paul Biya actually used that very word in the agricultural summit, I think 2 years ago. Actually 2 years ago in Lyon, if you remember that, where he clearly said that the Cameroon government had attempted to assimilate the British, the southern Cameroons into actual what they call Eastern Cameroon, and that is a consequence of a political miscalculations, be it from the side of the leaders of Southern Cameroons, or probably the leaders of what we now know to be Cameroon itself. So initially, I don't think there was an intent to actually integrate. I think the idea initially was some sort of a trap to actually assimilate those and completely, should I say, I'm trying to look for a better word here. Swallow in, if you see what I mean. Because when you assimilate something, okay, you don't want it to become part of what you want to take it and force that thing to adopt what is already in place. And I think that was a major problem. So rather than actually working, because I think if some of you I've attended a number of meetings where I've given a few speech when I talk about
where is our own opportunity to own our cultural heritage. Now, our cultural heritage today is not just French or anything that comes from France. We also have the English side of our cultural heritage and anything that was, through the indirect rule and all those. So we've actually moved away from that, but we've tried to move order to the direct and centralized system. And I think that was the travesty that the government consciously, because I can't say this was unconscious, they knew exactly the intention, they decided to do it that way. So it was a poor miscalculation by the government, thinking it was easy to assimilate the Anglophone into this system, which is not always easy to do. But obviously, maybe if you go back to the previous president, Ahidjo, to some extent, maybe he had something which was working. We could actually see the country was on that road of trying to, develop and working to, establish its systems in place. And maybe that would have allowed that to work to some extent. But what made it difficult then is that when President Paul Biya took power, what we saw was further and further marginalization of the Southern Cameroonians, to the point that obviously all that bad sentiment, all those, what we were seeing, and I'll give you a very, very, very sad experience when I was at university back then in 89. University was one university in Yaoundé, and I was saddened that most of our lectures were in French, and that was something I will never forget. So you have, some of our young brothers and sisters coming from, Mamfe, never had anything to do with the French system, did all her education in English. All of a sudden, shipped to Yaoundé, first year, whatever biology she's doing or whatever classes, and all her lectures are in French. And as if that wasn't enough, some of us, we felt were more Francophone than Anglophone, we were actually taking the mickey out of them. So we found it funny that they couldn't actually find themselves in the system, which was actually not there to support them. So there's nothing in place to actually help them along the way. So, and that's what I think, this wasn't an integration, because when you talk integration, you put things in place. It's like a path. You walk people through that path to get them to accommodate to the new system. That is an integration. But that wasn't an integration, it was an assimilation. And that was the problem. So what we're seeing today are just, some of the consequences, the remnants of that poorly managed assimilation, which has led to the war that we see, all the killings in the Northwest. And I think we need to take that as part of our own blame to some extent, that we stood and they never took action. And I think we should learn from that and maybe move forward by really, really stretching our hands to all those who have suffered so terribly through that very, very, very poor assimilation. And maybe if we start thinking in the future of integration, we need to start by setting the structure to facilitate that integration. Thank you. Thank you, Eve. Alors, nous avons des questions. Il y a Fanny qui demande ce qu'on va faire pour changer les mentalités pour que ce sentiment de marginalisation soit guéri. Il y a des questions sur les propositions pour mettre fin à la guerre du Nozo, notamment celle du MRC, on y reviendra. Juste pour compléter, Ange et Yves, au-delà du vécu après 1961, après 1972 et après 1982, il y a aussi le fait que, à la racine même, c'est-à-dire dès 1961, il y avait déjà un sentiment de tromperie, comme Ange l'a dit, chez un certain nombre d'anglophones. Tromperie parce que lors des accords de la conférence de Fumban, un des camps, le camp francophone, est arrivé avec une constitution qui était déjà toute faite, et l'autre camp qui pensait venir à une assemblée constituante pour faire une constitution n'a eu que 3 jours pour proposer des amendements, comme la double nationalité, comme le fait de garder 2 assemblées nationales fédérées qui vont pouvoir se réunir après. Et un certain nombre de ces revendications ont juste été balayées d'un revers de main. Le côté francophone était plus fort, mieux préparé et tout. Donc, il y avait déjà ce germe-là. Le deuxième, c'est en 1972. C'est un référendum qui a mis fin à la fédération, alors que la Constitution de 1961 stipulait que c'était pas la voie pour procéder si on voulait changer la forme de l'État.
Donc, il y a eu ce deuxième, et puis le changement en République unie. Enfin, ça, c'est déjà les Verts qui étaient dans le fruit avant même qu'il y ait des résultats où les gens constatent des différences. Oui, Honorine. Oui, c'était juste pour ajouter aussi et dire que je suis complètement d'accord avec ce que vous avez déjà dit. Et même au-delà de ça, dans la marginalisation qui était déjà latente dès le départ, il y avait une inégalité qui était claire sur le plan politique et sur le plan économique. Et ça, voilà, il y avait un déséquilibre même depuis la réunification, ce déséquilibre dans le pouvoir, la gestion, la distribution des ressources même au sein de l'État qui, comme vous l'avez dit, qui a été dominé en tout cas par une majorité francophone, les disparités qui ont été économiques, en tout cas sur le plan social, il y avait vraiment cette réalité aussi et ça a été un petit peu dans les différentes régions parce que on a des régions comme le littoral et le centre qui bénéficient de certaines infrastructures en raison du rôle qu'elles jouent, mais dans d'autres régions, malgré en fait leur contribution aux ressources, qu'elles soient pétrolières, qu'elles soient forestières pour l'Est par exemple, ou les ressources humaines, ben voilà, on sentait déjà ce déséquilibre là dès le départ à cause de cette centralisation un peu excessive du pouvoir. Et donc voilà, ici, c'était pour compléter en tout cas cette marginalisation qui était vraiment sur tous ces aspects-là, y compris sur le plan politique et économique aussi. And just allow me to say one last thing before we move. So there's an added complexity to that marginalization. So on the one hand, you have what you call obese French political system compared to a very tiny English constitution. And so when you go into any form of negotiation, and obviously the person you're trying to negotiate with has more power than you would end up in that same position. But at least what would help you is if you are united in your front. What made it difficult is that even the Southern Cameroon leaders weren't totally united when it came to really understanding. Because if you then think, during from 72, moving on forward, if from when John Gouffroncha started realizing that this was what you would call in French a duperie, but they stood by. And just after him, you had somebody like Joao Augustin. I'm not sure if you've come across him because he was also one of those premier in the Southern Cameroon. You had the likes of Salomon Tonemuna that you all know of. Again, it goes to the line of Muna. I'm sure you've heard of Keremuna and all the rest. So he was their father. So he was also part of the system. And not only that, he was part of the system. And then he joined to that, knowing absolutely that they, Southern Cameroonians, have been led into this dupery and with everything that went with it. But they started with the government, and that sort of complexified the whole situation to the point that today it is very, very difficult because I'm sure, and I speak to many Southern Anglophone brothers, and sometimes it's very, very difficult to actually see how this could have been solved differently because you would have expected at least their leader could have stood up against it to say, no, we know, all of us, we would move ourselves from this system. But the fact that some of them remain with the system, it kind of compounded and made it even more difficult to actually try and resolve. Just wanted to add that to the complexity of the problem. Okay. Thank you very much, Yves, for your clarifications. La crise anglophone, déjà commençons par avoir une pensée pour tous nos compatriotes qui ont perdu la vie ou qui ont perdu leurs biens depuis près de 10 années que la crise a commencé avec cette force, en incluant bien sûr les forces armées, les forces de l'ordre camerounaises qui ne sont pas toujours dans des conditions faciles. On le voit dans les différents rapports qui peuvent sortir sur la toile. Une pensée également pour le sous-préfet d'Idabatou, le sous-préfet Ewané, qui est toujours détenu depuis le 1er octobre
par les sécessionnistes depuis le 1er octobre et ce n'est que le 22 novembre que le gouvernement a fait un communiqué pour mentionner cette situation. Ça dit quelque chose d'une des raisons pour lesquelles on est là, c'est l'approche qui a été retenue. Donc, par le gouvernement, en gros, c'était plutôt la force. Depuis 2016, c'était plutôt la force qui a été retenue et parfois l'indifférence. Ce sont deux éléments ou deux ingrédients qu'il faut absolument changer si on veut résoudre cette crise. Qu'est-ce que le MRC dit? Premièrement, il faut un véritable dialogue inclusif. En 2019, il y a eu un grand dialogue national. Tout le monde sera d'accord pour dire pour constater, déjà pour dire à l'époque que les intentions n'étaient pas forcément à une résolution durable du conflit et pour constater 5 ans après, c'était en octobre 2019, donc plus de 5 ans après, que ce n'est pas une réussite. Vu ce qu'on décrit, il y a encore les ghost towns les lundis, il y a encore des kidnappings, y compris des chefs de terre. Donc un véritable dialogue avec qui? Avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que il y a des leaders anglophones qui sont incarcérés et le MRC pense que chacune de ces parties qui représentent des gens doivent être appelées à cette table de négociation. Il faut apaiser les tensions, donc montrer des signes d'apaisement, des mesures d'apaisement concrètes. Ça passe par exemple par une libération sans condition des personnes arrêtées dans le cadre de la crise pour des motifs politiques, une libération, pour envoyer un message. Favoriser le retour des exilés et des réfugiés. Il y a déjà quelques années, on disait que Bonabéry, par exemple, à Douala, et ce n'est pas que Bonabéry, hein, les années passent dans toutes les villes du Cameroun, on a un nombre important de gens qui ont fui ces conflits et qui sont venus. Donc, favoriser le retour de ces exilés et réfugiés, et puis la reconstruction des infrastructures. Et puis, pour faire ça, il faut une cessation des hostilités. Il faut combattre les gens qui se sont, sous des motifs politiques, sont passés à de la rapine ou des kidnappings, mais il faut également entendre les aspects politiques et mettre du dialogue quand il y a besoin de mettre du dialogue et avoir une approche réconciliatrice. Personne ne dit que ce sera facile. Par contre, les ingrédients de l'insuccès sont connus et c'est ces ingrédients qu'il faudra laisser et aller avec toute la bonne volonté possible, parce que comme John Goufontia, nous voulons un Cameroun un et uni, quelle que soit la forme qu'il aura. Ça pourrait être le résultat du dialogue, ça peut être une fédération, ça peut être une autre. La seule option qui est exclue, c'est la sécession. C'est ce que John Goufontia également disait. On veut rester un seul Cameroun, mais c'est aux enfants, aux filles et fils du Cameroun de discuter entre eux pour définir la forme de l'État qu'on aura demain, de manière la forme de l'État, la manière dont on dit le droit. Aujourd'hui, on a deux systèmes. Est-ce qu'il faut créer un autre système? Les langues. Aujourd'hui, on a deux langues différentes. Est-ce qu'il faut, on a parlé la semaine dernière de la langue nationale. Ça peut être des solutions de 10-15 ans qui sont de nature à apaiser la situation. Voilà. Donc, c'est un travail qui va nécessiter la participation de tous, mais il faut cette participation de tous, y compris des leaders anglophones qui sont aujourd'hui en prison à Yaoundé. Voilà les principales mesures. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite Oui, Marcel, c'était juste pour ajouter un mot à ce que tu disais sur ce que le MRC propose pour la résolution de la crise. Donc là, tu as été, voilà, ici. Moi, je voudrais juste insister sur le fait que ça fait vraiment partie des priorités qui ont été marquées par une importance primordiale dans le programme de société de notre leader, qui a d'ailleurs prévu, une fois son élection, de marquer dans les débuts un passage justement dans les régions anglophones, justement pour envoyer un message de paix, de compassion
et c'est ce que tu venais de faire à tous nos compatriotes, nos frères et sœurs de la partie anglophone, et leur faire comprendre qu'ils font partie intégrante de la nation, que voilà, que leurs pleurs ont été entendus pour essuyer leurs larmes. Donc c'est au-delà des actions qui vont être posées. Donc ici tu as parlé du dialogue vraiment inclusif, du dialogue sincère qui va être fait avec des mesures d'apaisement immédiates. Il y aura d'abord ces actions de réconfort même, parce que on parle des dizaines de milliers de morts. Aujourd'hui, on parle des, j'en passe même sur le nombre de déplacés internes, etc. Donc, il y a dans cette crise-là, voilà, cette première compassion qui fait partie des actions primordiales qui seront menées, et même dans la durée. Si tu parlais de l'unité, je pense que c'est quand même important de dire que là-dedans, il y a un gros problème linguistique et culturel, parce que on sait bien que la langue, c'est aussi un facteur stratégique. Et donc, voilà, dans la proposition d'avoir une langue nationale, je trouve que c'est quand même quelque chose sur lequel on doit beaucoup s'appesantir, parce que ça revêt quand même le symbole d'une certaine unité. Parce que quand on parle de l'unité nationale, qu'on parle de notre vivre ensemble, etc., aujourd'hui, je me questionne un petit peu sur ce symbole-là. Qu'est-ce qui est le socle de notre uniformité en tant que peuple dans le Cameroun, sa diversité, l'Afrique en miniature? On a tendance à parler de ça, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nos spécificités, qu'elles soient géographiques ou etc. Et donc, on a des trames d'histoire qui sont communes, mais avec des nuances de différence d'une région à l'autre, etc. Mais cette unité va aussi, voilà, se voit dans cette langue-là, où, comme tu le disais, Marcel, ce sera un mélange de toutes les langues du pays, où tout le monde va se sentir vraiment représenté, tout le monde va se sentir inclus. Et donc ici, c'est aussi pour rendre solide cette unité-là, qui aujourd'hui est encore complètement fragile à cause de cette discrimination dont on a parlé. Mais au-delà de ça, donc comme tu disais, dans l'immédiat, il y aura ces actes de compassion, il y aura vraiment, en tout cas c'est prévu dans le programme, des actes de dialogue, d'apaisement, etc. Mais même dans la durée, pour éviter, parce qu'on sait comment ce problème a commencé, avec des revendications qui étaient complètement pacifiques, et puis ça a dégénéré au fur et à mesure. Mais il y a un problème de centralisation de pouvoir, et pour pallier à ça, dans le long terme, c'est vraiment organiser une répartition qui sera maintenant équitable des ressources qui sont générées, des impôts qui sont collectés. C'est rendre vraiment pour tout le citoyen camerounais, peu importe où il se trouve, un accès qui soit égalitaire à la sécurité sociale, en partageant des expériences qui sont réussies entre les régions, qu'on n'ait plus voilà, des régions où il y a des personnes favorisées et des régions où il y a des personnes marginalisées. C'est vraiment rétablir cet équilibre au fur et à mesure, en bâtissant une unité par nos langues qui serait forte. Donc c'est juste pour rajouter à ce que tu disais déjà, Marcel. Ok, on a une question de Franck qui dit, on a beaucoup parlé de marginalisation. Est-ce qu'on peut, can you provide us a few examples of what you call marginalization? Please educate us. Et pour répondre à cette question, Yves, je vais te tendre la perche avec c'est Honorine qui vient de rappeler que les origines de la crise actuelle, c'était la revendication des enseignants et des avocats sur justement ce que eux ils percevaient comme des marginalisations, sur par exemple pour les avocats, sur la manière dont on leur demandait de faire le droit qui était contraire au common law, qui est le système qu'ils appliquent. Et donc, Yves, je vais te tendre la perche pour répondre à Franck et faire aussi le lien avec les marginalisations, non pas institutionnelles, qui peuvent être de résultats de ce que tu appelais assimilation, mais qui sont ce que nous tous, francophones, mais que les francophones ici à la base, nous tous, on a fait au quotidien aux anglophones qui se retrouvaient dans les zones francophones. Souvent sans s'en rendre compte. Je sais que tu as pas mal d'exemples sur le sujet. Absolutely, and thank you again, Marcel. Yeah, so just to help my brother, and I understand there's a lot of education that needs to be put in place. The first is we've conceived a system which we call Cameroon is a bilingual country.
But technically, is it a bilingual country? I mean, I don't want to take the case of Canada, for instance. If you had the opportunity to be in Canada, you will understand a system which could call itself bilingual, whereby there is a clear structure in place to facilitate that transition, where people could actually move through the education system. I mean, I don't know what the situation is currently because I've not lived or been at school or any institution in Cameroon today to understand what the reality. But when we went to school, you went to a either French dominated or in English if you live in the English region. If you move across the two systems, again, as I mentioned, there's no such thing as a structure. So if you move from a French to an English system, there's absolutely nothing. If you move from an English to a French system, absolutely nothing. You will imagine that in a situation where you want to integrate, you will have facilities in place. Just that, if you're moving from primary education to secondary education, you have some sort of orientation in place to allow you to know where for those who attend the class of sixth form, where you start thinking, what am I going to do now? Where do I move into university? What sort of areas I have more strength? So you have something in place to help you along the path to know exactly where you should further your career. So that is where you talk integration. So when you don't have something like this in place, and I'll take the point of whoever that made that point, asking where is marginalization. So from one perspective, the system is totally defunct in what it's trying to do. So you're trying to do something, but you don't have the means of doing it. If we go back when, even when Ahidjo was in power, President Ahidjo, should I say, he attempted through some means by what they call moving people across in the country. So if you work if you graduated in the south, you could be moved to the north to work. There were facilities to actually help you along to establish yourself. All those facilities have been removed. So when you then, as a young pupil, move from, let's say, Tombel to where all your education has been in English, and you move to Yaoundé University, and that's where the problem of marginalization is. All of a sudden, all your lectures are taken in French, and there's nothing in place for you to help you. Now, you could say if you were French and you had to go to an English sort of dominated university, you may argue that the same thing might happen to you. But unfortunately, the reality is there was only one university at the time, and it was French. The other thing is, even when you qualified, if you worked your way through and qualified, you then have to work in an institution, again, which is French dominated. And so it was an absolute struggle, and I don't know whether whoever made that point has ever had the opportunity to leave his native Cameroon and go and live in another country where a different language is spoken. Now, I moved from Cameroon when I was 19 to Ukraine, where I had to learn Russian, okay, and help my way along the way to be able to live in that society. Now, when you make that transition, you will understand what it is when people could easily marginalize you unless you are able to mingle and speak and be able to socialize with people in your country. So that is a very, very important aspect for those who will understand that. Now, you probably will not understand that if you only live in Cameroon, in your small native town, and you've never moved anywhere. You will not see that, but it is reflected in many aspects of life in Cameroon. So, and that's what marginalization comes from, for those who have that experience. Now, I'll move from that to look at a system, if for those again will understand the British system, which again they generally call the indirect rule, where development is organized, is not organized centrally, it's localized, whereby you've got the means to further your own development. And when a system move from what they had in place and decide that no, you will not have the resources to develop your place, you will have to depend from the center to develop your place, and you cannot now have the resources. So those of you who have ever lived in Bamenda, where you, for instance, know that Bamenda or that part of Cameroon has never had what you call SNEC, which is your water facilities, where they've had means of developing their water system and run it without depending on somebody who will come every month to check, and actually you should pay so much for something which you're not even using. So all of those things take time to understand. And for somebody who's not part of that kind of system, we see it as marginalization, because all of a sudden you've been imposed a way of running your own system without any consultation.
So that again is a form of marginalization. I'm not going to move. I'm probably just going to move now to mention what you just talked about, Marcel, when it comes to looking at things like social system, how people will actually move around and do things. The legal system itself, you go to you get trained in a university, or should I say a school in Boya, where you learn, or maybe you come to the UK to train, under the legal system here, which is common law. Now, many of you, and I'm sure it's very difficult for many people, they just hear common law, but they have no understanding of common law. Now, common law is a system which is totally different from the French system. In common law, we have what we call basic rule of you can only be kept, your liberty, your freedom can only be taken away from you through very, very stringent means. In the French system, where easily you could have an issue with somebody, which is a civil matter, you go to court and you get kept in a cell. It doesn't exist in the British system. So all of those things are imposed upon the people who had their own way of doing things. And unless you've lived and understand the differences between those things, you would really struggle to understand it. But those are some of and I'll just give a few examples of what may look like marginalization, but unless you live and understand those systems, you probably wouldn't understand what that means. I'm probably going to leave there for now, Master, because I can go on for the rest of night, but I'm just going to leave it there. Totally agree with what you just said, Yves. And c'est vraiment des exemples très concrets, parce que c'est clair que ici, ça se voit même dans la vie de tous les jours, cette marginalisation, avec la considération que les anglophones avaient vis-à-vis des francophones. Moi, je me rappelle des petites anecdotes où voilà, il y avait des terminologies et des fonctions de domestiques qui étaient d'office attribuées à des personnes qui venaient des régions anglophones, dans voilà les boys, etc. Et donc même dans les insultes, voilà, il y avait vraiment ce ressenti de la marginalisation, de la considération de leur statut ou des fonctions auxquelles ils pouvaient prétendre. Et ça rejoint complètement ce que disait le grand frère Yves sur le fait que cette discrimination linguistique, cette question d'accès en tout cas à leurs opportunités économiques, à leurs droits, était complètement remise en cause parce que cette barrière était devenue un symbole de division nationale, et ça on le voyait. Donc c'est vraiment des exemples très très patents qu'on a connus et qui ici avaient été dénoncés déjà dès le départ par des figures comme John Gufoncha. Ici on est 60 ans plus tard, ce sont des tensions qui persistent, qui en tout cas se sont dégradées au fur et à mesure et qui ont causé aujourd'hui cette crise-là. Donc je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. Okay, nous allons encore prendre trois questions. Peut-être la première de Julius qui était en voiture. Paco, j'espère que tu nous écoutes encore. Et donc, il dit qu'il est... alors, il a écrit avant ta première réponse, Yves, hein, mais il dit qu'il est prudent sur les marginalisations quand on sait que souvent les premiers ministres du Cameroun, enfin même pas souvent, toujours, depuis 1982, je pense, non, depuis qu'on a réinstauré le poste de premier ministre, ont été anglophones. Il se demande si la marginalisation n'est pas en fait celle du peuple vis-à-vis de ses tyrans. Doit-on vraiment dire que les anglophones sont plus marginalisés que les autres? Alors, moi, je vais tenter un élément de réponse. Sur le fait d'avoir les premiers ministres anglophones, c'est un peu, globalement, ça rejoint ce qu'on appelle la politique de l'équilibre régional, où je vais dire ça naïvement, le développement par les élites. Je ne pense pas que ce soit vraiment la visée de ceux qui font ça. Je ne pense pas qu'ils pensent que le développement viendra des élites. C'est plutôt un partage du gâteau. Que ce soit pour les premiers ministres anglophones, et je pense qu'on en a eu là qui souvent, là, depuis quelques années, ils hésitent à rentrer dans leur village, hein, pourtant ils sont bien premiers ministres anglophones, ou les autres ministres des autres régions, le développement ne vient pas par les élites. Ce n'est pas parce qu'on a une élite dans son village qui est ministre, qui est DG, qui est autre chose, que ça signifie que le développement arrive. Charles Ateba Yédé
et moi je suis du Sud et je peux en témoigner, a écrit le paradoxe du pays organisateur parce que le nombre de milices, par exemple, que la région du Sud compte, c'est énorme. Par contre, on ne peut pas dire qu'elle soit développée ou que les populations soient développées. Donc, une vision où on considère que parce qu'on a nommé des gens, on a nommé mon frère, mon père, ça va, c'est une vision qui, justement, comme tu dis, Julius, marginalise le peuple. Parce qu'on donne des petits artifices, mais le peuple, il souffre partout. Il ne souffre pas forcément plus en zone anglophone qu'en zone francophone. La différence, comme Yves l'a dit, c'est que au-delà du matériel, ils ont eu l'impression, et il faut, comment on dit, perception is reality, hein, comment dire en anglais, ils ont eu l'impression d'une différence du fait qu'ils étaient anglophones. C'est différent de est-ce que je peux aller acheter mon bout de pain ou mon avocat? C'est différent de dire, c'est comme du tribalisme en fait. C'est on te discrimine pour ce que tu es. C'est l'impression qu'ils ont eue et c'est ça, ça fait partie des nombreux ressentiments. Donc, oui, il y a des premiers ministres anglophones. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marginalisation des anglophones et ça ne veut pas dire que sur le plan économique, par exemple, les anglophones sont plus marginalisés que les autres. Et c'est ça que au MRC nous disons, nous voulons la renaissance de tout le Cameroun. Les francophones, les anglophones, les femmes, les hommes, toutes les tribus, toutes les religions, c'est ce que nous voulons et c'est ce pourquoi nous travaillons. Ange, un mot? Sur cet aspect de marginalisation, pour ma part, on ne peut pas vraiment parler de marginalisation du peuple vis-à-vis de son gouvernement qui est tyran. Parce que même s'il faille parler de marginalisation au niveau du peuple, quel moyen de marginalisation le peuple a vis-à-vis de l'État? A contrario, on est bien d'accord sur la marginalisation entre les populations. Moi, en tant qu'étudiant, ça, je l'ai vécu encore il y a quelques années quand j'étais élève. Dans les salles de classe, j'ai fait la section anglophone. Petite précision pour ma parenthèse. En plein cours ou en pleine salle de classe anglophone, il y avait quand même des groupes qui se formaient entre élèves typiquement anglophones d'origine anglophone Bamenda Boya et d'élèves qui étaient d'origine francophone de Douala et Yaoundé. Déjà là, dans les salles de classe, c'était une différence qui était en défaveur des anglophones parce qu'ils étaient toujours en minorité. Et même dans le quotidien, on a tendance à banaliser le pidgin comme pas vraiment une langue. Pourtant, dans la culture anglophone, des régions anglophones, le pidgin est vraiment une langue qu'ils utilisent là-bas au quotidien. Donc, pourquoi ne pas, ou pourquoi percevoir cette langue comme rien du tout dans d'autres régions du Cameroun parce qu'elles sont juste francophones? Ça, c'est aussi un autre exemple de marginalisation vis-à-vis des anglophones. Très souvent, les Okada, peut-être je vais aller dans l'hyperbole en disant n'importe quoi, mais on dit souvent les Okada au Cameroun, c'est pour qualifier un Massikineur qui serait pas très bien, un bon Massikineur comparé au Babana, qu'on va les appeler pour définir les Massikineurs qui sont plutôt bien sur la moto. Donc, d'exemples comme ça, pourquoi prendre un exemple anglophone pour insigner ce qui est mauvais et un exemple Babana nordiste francophone pour insinuer un Massikineur qui serait bien. Donc, des exemples comme ça au quotidien, on peut en citer beaucoup et je pense que même dans les commentaires, d'autres personnes pourront en partager comme ça. Donc, c'est plus ce à quoi on fait référence quand on parle de marginalisation qu'autre chose pour Franck qui est très prudent avec le mot marginalisation. Absolument. Oui, nous avons un intervenant. Nous avons un intervenant qui souhaitait prendre la parole. 2 minutes. Blaise. Oui, merci Marcel, merci à tous les co-panélistes. Le problème anglophone est un problème qu'il faudrait voir sur plusieurs prismes. D'abord, le premier prisme, c'est la volonté à cette époque de la France, des pays qui étaient des pays impérialistes, c'est qu'ils voulaient faire du Cameroun en fait. Il y a cette lutte-là que les Camerounais, c'est-à-dire que les Camerounais du côté francophone, les Camerounais du côté anglophone ont mené cette lutte-là. Donc, et puis, il y a les conséquences, c'est-à-dire le tribalisme qui génère les frustrations qui sont connues partout, les frustrations côté anglophone que nous pouvons connaître.
quand vous parlez du Pidgin, on a connu ça avec les nordistes, on a connu ça avec les Bamileke, on a connu ça avec les autres. Les frustrations, nous avons toutes les frustrations. Donc, la lutte pour moi, la lutte de libération du Cameroun, c'est la lutte que le MLC porte, qui est celui de la libération du peuple camerounais, tout entier sans exclusive. C'est cette lutte-là qui nous concerne. Et je peux vous assurer que cette lutte concerne aussi les anglophones, parce que les anglophones les ont portés et les ont montrés. Et Foncha, qui aujourd'hui est au cœur de notre rencontre, l'a porté sérieusement, d'autant plus que vous avez parlé de référendum. Il y en avait 2 de référendums. Il y a le tout premier référendum qui s'est tenu, je crois, en novembre 60, effectivement, où le non était massif. Le non était massif, indiscutable. Et il y a encore eu donc un deuxième, février 61, où effectivement, il y a un problème de convocation de corps électoral. Même la partie francophone pensait que ce serait un corps électoral, c'est-à-dire que la partie septentrionale et la partie méridionale qui devait avoir effectivement, le résultat devait être, les voix devaient être totalisées et puis totalisées, ce qui n'a pas été le cas. Donc, alors, Ndélé, à ce moment-là, puisque je voulais parler de lui, Ndélé je voulais parler de Foncha. Ndélé Foncha, déjà, à l'intérieur de la partie méridionale du Cameroun, avait créé un nouveau parti pour sortir du parti qui était pour le non et qui était au nom de l'unité du Cameroun, au nom de l'unité nationale de notre petit pays, de notre entité. Voilà cette entité. À ce que effectivement, qu'on œuvre pour un seul et même peuple, sans discrimination, sans frustration, sans tout ce qu'il y a. Et donc, nous avons, j'ai dit la partie du Cameroun aussi, parce qu'il faut dire que la délégation camerounaise, il y avait des gens de bonne foi qui venaient pour le fédéralisme en réalité, de bonne foi, et qui ont été, côté francophone, qui ont été combattus, et jusqu'aujourd'hui qui sont combattus. Et donc, il y avait donc effectivement Ndélé et les autres, les Ngomdja, les Augustine Ngomdja, les Ndélé, effectivement, qui sont morts dans la lutte pour cette unité-là. Alors, les frustrations, et le MLC n'est jamais tombé dans ces histoires de frustration. La frustration est pour tous les Camerounais. Ça ne sera pas un sujet de discussion sur la table, parce qu'on aura sérieusement à faire. Ce n'est pas les frustrations. Tous les Camerounais sont frustrés. Les Bamileke sont frustrés. Les anglophones sont sérieusement frustrés. Les nordistes qu'on appelle les tapés les bœufs sont sérieusement frustrés. Et frustrés par qui? Par le régime de Yaoundé, qui est, je ne sais pas, c'est les meilleurs élèves du colon qui ne veut jamais cesser d'être le père, je ne sais pas moi, celui qui doit dire comment le Cameroun doit se conduire. Alors, c'est ça. Il ne faut pas qu'on tombe dans l'histoire de qui est plus frustré que l'autre. Nous subissons tous ensemble le même sort. Et ce que nous proposons, le MLC est totalement clair là-dessus. C'est exactement la ligne de Ndélé, la ligne de Foncha, qui est la ligne des anciens UPCistes, mes chers amis. Si vous regardez, c'est la ligne des anciens UPCistes. Et donc, nous avons intérêt à faire du Cameroun une nation. C'est pour ça que le problème de citoyenneté est un problème crucial, majeur pour le MRC. Et ça va se passer à travers un dialogue national inclusif. Vous en avez parlé. Mes chers amis, les dialogues inclusifs se sont succédés et ces dialogues ont toujours été, mais des tromperies, parce que derrière tous ces dialogues, il y a toujours la main d'une puissance. Prenons le cas de la conférence de Fumban, n'allons pas loin, parce qu'il y en a eu d'autres. Prenons le cas de la conférence de Fumban, mes chers amis. Qu'est-ce qui est sorti de là-dedans? Tromperie, on est d'accord. C'est-à-dire que du côté francophone, que du côté anglophone, nous parlons de tromperie. Et c'est la raison pour laquelle à la tripartite, nous sommes revenus encore sur les histoires de 61 à Fumban. À la tripartite, il était question de revoir la Constitution, il était question de revoir même la forme de l'État. C'était revenu à la conférence de Fumban. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Rien du tout, les amis. Et vous parliez effectivement du grand dialogue national récemment convoqué, qu'on appelle grand monologue ou grand bavardage. Mes chers amis, qu'est-ce qu'il en est sorti? Rien du tout. Rien du tout. Dans le dialogue que le MLC
propose, c'est le dialogue où nous, entre nous, que chacun dise. Ce que les anglophones demandent, tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à, je sais pas, on n'a pas à occulter, on n'occultera rien du tout. Les francophones comme les anglophones ont des sujets importants sur lesquels il faudrait débattre. Et ce sera le sujet. Que chacun dise en réalité ce qu'il y a. Il y a des choses qu'on peut dire, non, ici, vous racontez des histoires. Et les anglophones pourront dire aux francophones, non, sur ce sujet-là, c'est vraiment des bavardages. Et comme des gens dignes, des gens responsables, nous allons débattre de tous ces sujets-là. Et le problème de faire du Cameroun une nation, des citoyens, c'est exactement ce que tu as dit, Marcel. C'est ça. Il va bien falloir que les Camerounais se disent en tête que effectivement, il nous faut construire une identité. L'identité, là, passera par quoi? Ça passera par une langue nationale. Notre langue, il faut qu'on s'approprie une langue. Nous nous racontons des histoires sur une langue qui n'est pas la nôtre. Alors oui, ce sont des valeurs. La valeur du travail, oui. La valeur du dépassement, oui, les liens indomptables. C'est ça, les Camerounais. C'est ça, notre identité. On s'identifie en quoi? Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est là-dedans que nous devons nous identifier. Dans le respect, dans la justice. La justice, oui. Le Cameroun doit devenir un État juste pour être attrayant. C'est ça, les amis. Et là, je vous laisse ici. Vous avez déjà tout dit. C'est tout ce que je voulais dire. Nous ne devons pas avoir de frustration. Nous devons lutter contre ça parce que la frustration n'a pas de domicile en une seule place au Cameroun. Elle est partout. Elle est partout. Je vous ai dit qu'au sud, j'ai étudié au sud. Je vous assure que les frustrations là-bas, vous pouvez en compter des centaines et des milliers. Et le Cameroun n'a pas besoin de ça pour s'émanciper. Il faut qu'on se libère. Et donc, il faut être comme Foncha. Il faut être comme Maurice Kamto. Aujourd'hui, qui devons affronter tout ce qui est sur notre passage pour effectivement nous empêcher de nous émanciper. Nous devons les affronter et nous sommes obligés. Parce que si on ne le fait pas, on ne s'émancipera jamais. Et Foncha l'a fait jusqu'à l'ONU. Il l'a fait jusqu'à sa mort. Voilà. Merci, les amis. Merci Blaise. On a alors, est-ce qu'il y a de nouvelles questions? On a parlé beaucoup de dialogue. On ne va pas forcément revenir sur le grand dialogue national ou le dialogue pour résoudre la crise. Ce qu'on peut quand même dire, et c'est en lien directement avec par exemple, la conférence de Fouman de 1961, c'est que dans les résolutions qu'on devra prendre collectivement, la manière dont on gère la décentralisation, si c'est l'État unitaire ou l'État central qui est maintenu, la manière dont on gère la décentralisation devra quand même évoluer. Les conférenciers anglophones de 1961 à Fouman demandaient une Assemblée nationale fédérée qui va porter leurs revendications. Aujourd'hui, nous avons des conseils régionaux. Est-ce qu'on peut dire qu'ils fonctionnent? Donc, il y a certainement des choses à faire pour que dans l'objectif d'un vrai dialogue sur ce problème ou sur les futurs problèmes que le Cameroun en tant que nation devrait être amené à rencontrer, on peut prendre en compte les spécificités, les demandes et les besoins des différentes régions, notamment en utilisant les outils dont on dispose déjà mais qui ne fonctionnent pas, comme les régions, les conseils régionaux et les conseils régionaux. Yves, ça fait un moment que tu n'es pas intervenu. Okay, yeah, thank you. Yeah, so I mean, I've heard what many of you have said, and I totally underline that the party has taken when it comes to looking at how do we move from the current system. I mean, it's clear from our perspective that, and the perspective of the party, that clearly, what has happened before will need to be put back on the table and discuss, including the form of the states. So yes, regionalization, which is what, or decentralization, should they call it, through regionalization, which is what the current system is sort of basing itself on. Is that going to be something for the future? Nobody knows, but I'm sure through a much more concerted dialogue, we will agree on what will be best for the country. So
in 1961, we came up with a form of federalism, which was abolished in 1972. The question we'll ask ourselves is, if we'd stayed with that federalism, would Cameroon be where it is today? Could we have ended up differently to what we have today? If you look at the example of many federal states in the world, I think there is food for thought in terms of whether that's probably the best system which allow real development. Whether we decide to move away from regionalization and come back to federalism, that is something we will need to discuss. But it's clear from what we see today that the sort of subtle form of decentralization which the government is putting in place is not working. It is another form of should I say, what Blaise has just called tromperie, which you're never quite sure what is it the government is intending to do. I mean, if you're going for regionalization, like if you look at the case of Italy, why not automize the regions and allow them freedom and give them the resources to actually go and develop their regions? So on the one hand, you've been told, yes, you could set up your regions. You would then have the resources to develop them. And those resources are not passed on to those regions to be able to automize themselves and develop their regions. So it is very, very difficult to say that in the current form, what we have in place would work in the future. But I think, as I mentioned before, that through a real national dialogue, we would probably come to something which would all agree, be it through consensus or any other form, to allow ourselves to understand this is probably the best system we can put in place to then give ourselves the opportunity to have durable development, not what we have now. So it would go back to that, I'm afraid, rather than start, thinking that we could actually set things forward without thinking of what the structure that we will work to adopt. So I think it's through discussion that we will come to that form. It'd be difficult to say otherwise for now. Thank you. We are now going to conclude our meeting. So, Ange, Honorine, Yves, the last word? Well, sorry if I go first again. It is always wonderful to be able at least to exchange on this topic, to educate our people, to give the opportunity for those who didn't have the chance to know. It's wonderful what you guys are doing. And again, thank you to Ange for his wonderful introduction, sort of editorial, which is always very, very good. I think we need to find ways to actually communicate this more widely, bring people in, open a real dialogue. I think we talk dialogue sometimes, we tend to limit dialogue within ourselves. I think we need to look beyond ourselves and bring others on board. Start these conversations now. Who knows, in 2 years' time, we will probably have a proper dialogue and will not just be starting from fresh. We would actually work from where we are already. So, in my links here in the UK, which is actually good, I would start thinking who else has been involved in these sort of discussions. Can we bring them in this forum and have this conversation and start these dialogues? Who knows, in 2 years' time, we might actually be in the National Assembly of Cameroon and discussing this topic, and that would be the opportunity to actually say, we started these conversations 2 years ago and look where we are now. So thank you again for the opportunity. Oui, donc pour continuer, voilà, donc merci à tous qui avaient participé ici à l'émission, à tous nos, voilà, Ange, le grand frère Yves et Marcel, Blaise qui nous a rejoint ici en cours d'émission, et tous ceux qui ont pu intervenir et enrichir en tout cas la discussion ici dans le chat. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur notre pays d'hier, notre pays d'aujourd'hui et notre pays de demain, avec les idées que nous voulons ici pour un Cameroun uni, une gouvernance plus inclusive de notre pays. Donc très ravi, merci à tous et au plaisir de dimanche prochain. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. D'ores et déjà, merci d'avance au grand frère Yves pour son partage de notre émission hebdomadaire dans son réseau. Et j'invite tous ceux qui nous suivent à faire de même, parce que c'est en partageant au maximum qu'on pourra toucher un maximum de Camerounais et davantage édifier
notre entourage, nos compatriotes sur notre histoire. Ce qui est le but vraiment de ces épisodes que nous faisons. En tout cas, merci à tous pour vos remarques, vos commentaires qui nous permettent de nous améliorer et dans une semaine. Moi, je vais terminer en disant à Franck que c'était un peu tard là pour passer sur le plateau. Je te vois en coulisses. Et Alain Serge qui a posé sa question un peu tard sur la position claire du MRC, est-ce qu'on veut déconstruire la forme actuelle de l'État? Ça, c'est les résultats du dialogue. Hein. Le MRC dit qu'on on n'est pas fermé a priori aux résultats du dialogue et on n'a rien contre le fédéralisme, par exemple. Mais ça, ce sera le résultat d'un vrai dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Merci à tous pour aujourd'hui encore on souhaitait faire 1 heure mais c'était tellement passionnant qu'on a débordé. Merci à tous et on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Dans la semaine on va vous communiquer la figure historique dont on parlera dimanche prochain. Au revoir. Les autres vous restent